En Israël, même là-bas, en Hongrie, en Israël. Anniversaire de la commune de Paris nous donne l'occasion de Tiens, le dans le- 1er mai. Qui c'est qui peut le prendre un petit coup? Je vais filmer. Notre intervention sur le droit, Hop, merci. le droit syndical, enfin le droit des travailleurs plutôt. Et cette année, on va faire une intervention plus syndicale qui retrace un peu l'essor du syndicalisme pendant la Commune de Paris et la suite, malheureusement, il a fallu attendre quelques années avant que le mouvement ouvrier renaisse de ses cendres. Il y a 154 ans, la Commune de Paris jeta les bases du pouvoir de la classe ouvrière. Plus fort, ok. Ah, plus près, d'accord. On va essayer de faire mieux. Les membres de l'Association internationale des travailleurs, bien que minoritaires au sein du Conseil général de la Commune de Paris, firent accepter un programme économique et social qui correspondait aux besoins immédiats et à la volonté d'émancipation de la classe ouvrière. C'est notamment à Eugène Varlin, Léo Frankel, Édouard Vaillant, Albert Thèse et Benoît Malon que revient le mérite d'avoir poursuivi jusqu'à la semaine sanglante une action persévérante et concertée avec les chambres syndicales. Pendant les 72 jours de la Commune, ils font des innovations révolutionnaires dans le domaine du travail et de la production. Le premier acte de Léo Frankel, chargé du ministère du Travail, fut de faire une enquête sur la situation économique des travailleurs. Pour lutter contre le chômage, il fit ouvrir dans les mairies des 20 arrondissements parisiens des bureaux d'embauche. Aussitôt après, il prescrit par un décret que les ateliers abandonnés par les patrons soient dirigés par les coopératives ouvrières et que les propriétaires anciens soient indemnisés. Un autre décret interdit les amendes et les retenues sur les salaires dans les administrations publiques et privées et restitue celles qui avaient été perçues depuis le 18 mars. Frankel promulgue encore deux décrets particulièrement importants, l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries et la liquidation du mont-de-piété qu'il propose de remplacer par une organisation sociale qui donnerait aux travailleurs des garanties réelles de secours et d'appui en cas de chômage et de maladie. C'était un peu les prémices de la sécurité sociale. Par ailleurs, il fixe le salaire minimum et la durée de travail des employés des ateliers du Louvre. Et par décret, fixe le maximum des traitements à 6 000 francs par an. Il propose la journée de 8 heures, mais la majorité de la commune adopte la journée de 10 heures. Pour élaborer ces différentes mesures révolutionnaires, il collabore étroitement avec les organisations ouvrières et l'Union des femmes dirigée par Nathalie Lemel, dont nous fêterons le bicentenaire de sa naissance l'année prochaine. Il propose, avec Verlin, il soutient l'activité coopérative et syndicale. Sous la commune, déjà 34 chambres syndicales, 43 associations de production et 7 coopératives d'alimentation fonctionnent. Ces avancées extraordinaires des droits ouvriers furent annulées suite à l'écrasement sanglant de la commune. Les animateurs les plus représentatifs des chambres syndicales et des fédérations ouvrières furent pour la plupart fusillés ou déportés ou emprisonnés ou contraints à l'exil. Parmi eux, Albert Thèse, exilé à Londres, Nathalie Lemel, déporté en Nouvelle-Calédonie, Eugène Varlin, ignominieusement massacré par la populace bourgeoise au paroxysme de la haine après avoir eu les yeux crevés. Sa mort dramatique fut une perte immense pour l'ensemble du monde ouvrier et syndical. La répression versaillaise continua pendant des années. L'institution de la terreur et de l'état de siège, la surveillance policière rendait impossible la réorganisation de l'unification des fédérations syndicales. L'Association internationale des travailleurs, réduite au silence, ne se releva plus jamais du coup mortel que la réaction bourgeoise lui avait porté. 20 à 30 000 morts entre avril et juin 71, 10 000 condamnations, dont 26 peines de mort exécutées, 4 500 déportations, 4 700 peines de prison, 6 000 personnes parties en exil,
3000 en Grande-Bretagne, 1500 en Belgique, 1000 en Suisse, 500 aux États-Unis. Entre 72 et 1876, la capitale a perdu 180 000 habitants. Sa classe ouvrière la plus expérimentée et la plus formée. Elle ne sera plus jamais l'épicentre des révolutions comme en 89, 1830 et 1848. Malgré tout, les travailleurs menèrent des actions de grève dès 72, surtout en province, même si elles étaient un peu faibles. Le gouvernement a quand même sévi impitoyablement contre les chambres syndicales et contre les meneurs. Ainsi, à l'occasion de la grève des mineurs dans le Pas-de-Calais en juillet 72, Thiers donna l'ordre au préfet de réduire les grévistes par la force et par la justice. La politique répressive de Thiers ne permettait même pas la constitution d'une société mutuelle. Fin 71, les mécaniciens et les chauffeurs décidèrent de fonder une union fraternelle, mais immédiatement une instruction judiciaire fut ouverte. De même, en 72, le cercle de l'Union ouvrière de Paris, auquel adhéraient 15 chambres syndicales, fut dissous par la police. Il a fallu attendre 1880 pour que le mouvement ouvrier reprenne de la force. En 1880, on comptabilise dans le pays 190 grèves, regroupant 110 000 grévistes et 1 110 000 jours de grève. En 1884, la loi Waldeck-Rousseau permet enfin aux ouvriers de s'organiser légalement. L'année suivante, le 25 septembre 1895, 172 syndicats corporatistes, fédérations et bourses de travail se réunissent en congrès à Limoges pour donner naissance à la CGT. Tel le phénix, le mouvement ouvrier renaissait de ses cendres. Mais n'oublions jamais que la bourgeoisie est prête à tous les massacres pour sauvegarder ses privilèges. Et que vive la commune! Nous allons, le chœur de la chorale des Amis de la Commune de Paris vont chanter l'Internationale. Ouais, allez. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons rable rase, foule esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun. Prenez-le, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le voleur sorte de gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Souffrons nous-mêmes notre forge, va-t-on le faire quand il est chaud? C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. Si
S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos mâles sont nos généraux. C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Merci.